L'entretien de cette émission 100% Info porte sur l'adoption le 30 novembre 2022 par le gouvernement d'un avant-projet de loi sur la dépolitisation de l'administration publique. Nous allons parler de ce sujet avec Clément Sawadogo, ancien ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, également premier vice-président du MPP. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à vous. Alors, dépolitisation de l'administration publique, un dossier qui ne vous est pas totalement inconnu. La genèse de ce projet de loi date depuis la transition, si je ne m'abuse. Oui, peut-être même un peu avant, mais le dossier a pris quand même son envol avec la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique, le PMAP, qui est un programme, disons, à plusieurs volets, dont certains volets justement ont trait à cette question dite de dépolitisation de l'administration publique. Mais il y avait aussi bien d'autres aspects, comme la lutte contre la corruption dans l'administration, comme la charte du service public, afin que l'administration soit véritablement au service de la nation, au service des citoyens. Donc, ce dossier dépolitisation, effectivement, quand j'étais ministre en charge de la fonction publique dans les années 2016 jusqu'à 2018, effectivement, cela faisait partie des dossiers sur lesquels nous menions des réflexions. Mais nous n'avions pas bouclé la formalisation du dossier à l'époque et d'autres se sont chargés de poursuivre le travail. Vous avez également perçu cette nécessité de dépolitiser l'administration publique. Pourquoi? Alors, je vais quand même lever une ambiguïté parce que la notion de dépolitisation, elle est quand même une notion qu'il faut bien regarder. Okay. Parce que dépolitisation signifie que actuellement l'administration politique est politisée. Alors, vu comme ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas véritablement des antennes de partis politiques dans l'administration qui mènent des actions directes dans l'administration publique. Et donc, je pense d'ailleurs, je pourrais revenir si vous le voulez bien, moi je pense que ce projet de loi, la notion de dépolitisation là, il faut peut-être la revoir un peu. Mais on parle ici de la présence de cellules de certains partis politiques au sein de l'administration publique, des acteurs qui sont clairement connus et connus de tous. Alors, s'il y a des cellules de partis politiques dans l'administration publique, moi je n'en connais pas en tant que tel. Si vous prenez le cas du MPP, nous avons une structure au sein de notre parti que nous appelons le secrétariat chargé des secteurs structurés. C'est un cadre d'organisation, de mobilisation de nos militants qui travaillent dans les services, mais qui n'utilisent pas le cadre administratif comme un cadre d'action. Vous voyez, donc, on ne peut pas dire que c'est des cellules qui sont dans l'administration et qui activent dans l'administration. Vous voyez, ben, ce faisant, c'est un peu difficile. C'est un peu comme vous voyez des OSC ou même des communautés religieuses qui organisent certains fonctionnaires dans des domaines précis, comme prenons le cas de la magistrature. Vous avez par exemple les magistrats qui se regroupent en tant que chrétiens ou en tant que musulmans, mais ils ne sont pas présents dans l'administration en fait. Je vais dire en tant que cadre organisé. Ils s'organisent dans leurs officines, dans leurs églises ou mosquées en ville, mais c'est pour pouvoir aider les travailleurs qui travaillent dans ces domaines considérés comme sensibles sur les questions d'éthique, de déontologie, pour pouvoir justement les aider à faire face à leur mission en tant que bon chrétien ou en tant que musulman. Par exemple, vous voyez, donc on ne peut pas assimiler ça
à une action directe de partis politiques ou de communautés religieuses dans l'administration. Donc quand on parle de dépolitisation, je pense qu'ici, c'est beaucoup plus à titre préventif. C'est une manière de dire que dans une administration républicaine, il ne faut pas qu'on sente le jeu partisan, le jeu des partis politiques dans l'administration, de sorte que l'administration soit amenée à rendre service en particulier à un parti politique ou à un autre. Mais pourtant, en 2020, l'ex-CEFOP avait, au cours d'une de ses conférences de presse, alerté le régime sur la présence de militants, justement, du parti au pouvoir qui menaient des actions dans ce cadre-là. Ils appelaient à la dépolitisation de l'administration. Non, c'est le fait de constater que le parti avait, disons, des structures qui s'appelait secteur structuré et qui donc travaillait à la mobilisation des militants qui sont des fonctionnaires, en fait, disons comme ça, du public ou du privé d'ailleurs. Un peu comme aussi dans le commerce, dans les marchés, on peut avoir des militants, mais à partir du moment où ils se regroupent uniquement dans les sièges des partis, à partir du moment où ils ne mènent aucune action qui influence le travail de l'administration, on ne peut pas véritablement dire, mais pour l'opposition, c'est de bon ton. C'est de dire, voilà, si vous avez des secteurs structurés, des structures socio-professionnelles, c'est parce que vous voulez politiser l'administration. C'est une critique. C'est de bon ton, je pense qu'ils sont dans leur rôle aussi. Alors, dans le panier de la dépolitisation, il est également question de l'utilisation des moyens de l'État pour des fins politiques. Alors, ça, par exemple, il n'y a rien à faire dans une administration républicaine, c'est interdit. Personne n'a le droit. C'est interdit, mais ça existait. Alors, est-ce qu'on a vraiment trouvé des cas concrets? Souvent, on a dénoncé des gens qui utilisent des véhicules de l'État, peut-être quand ils sont en mission ou même quand ils ne sont pas en mission, pour aller dans des activités politiques. Alors, si tel est le cas, il n'y a rien à faire. La sanction, elle doit même être immédiate. C'est interdit. Et tout autre moyen, que ce soit carburant ou moyen financier ou autre moyen, hein, mais y compris les infrastructures, personne n'a le droit d'utiliser les moyens de l'État à des fins partisanes. Partisanes en sens large, que ce soit pour partis politiques ou pour d'autres types de regroupements ou d'associations, on n'a pas ce droit-là. À moins d'avoir loué. C'est-à-dire que s'il y a un dispositif qui permet de louer, c'est l'exemple des cars, hein, que l'administration pouvait louer. Certaines administrations avaient pris un texte permettant de faire louer leurs cars, ça fait quelques recettes à l'administration. Mais là, vous avez loué, vous avez votre papier de location, vous avez votre reçu de paiement, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ce cas-là, on ne doit pas voir des moyens de l'État au service de fins vraiment privées. Alors, un avant-projet de loi a donc été adopté. Sans doute que vous avez eu l'occasion de parcourir ces textes. Est-ce que vous... D'abord, comment est-ce que vous appréciez justement les propositions faites? Alors, j'ai vu le projet de loi. Bon, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et je me dis que c'est peut-être la bonne version, mais vous savez, on n'est jamais si sûr que ça. C'est sur les réseaux sociaux. Alors, si c'est la bonne version que j'ai lue, bon, je pense qu'il y a un effort de construction de ce projet de loi pour prendre en compte plusieurs situations sur lesquelles il essaie de prendre des mesures. Mais je pense que l'intitulé même de ce projet de loi est sujet à caution. La notion même de dépolitisation. Vous savez, c'est un grand débat. En principe, l'administration est un instrument au service des politiques. Vous le savez bien. Celui qui est élu de façon normale, de façon démocratique, et qui assure la gestion du pouvoir d'État, a le droit, il a la légitimité pour utiliser l'administration pour la réalisation de son programme politique. Donc, a priori, dire qu'on dépolitise l'administration
peut vouloir dire qu'on ne lui confère plus à cet élu-là ce droit. Alors, je vais dire que ça peut être source de confusion. Les démunis de Par toute contre, prérogative. oui, voilà. C'est tout comme l'armée d'ailleurs. Vous voyez, l'armée est un instrument répressif qui est là, mais c'est quand même aux politiques de lui dire allez frapper ici, allez frapper là. Elle ne se gouverne pas elle-même. L'administration, c'est pareil. Les ministères, les directions générales, les projets, programmes sont au service, normalement, du programme politique qui a été adopté, accepté par le peuple. Parce qu'ils sont... On a coutume de dire que l'administration est au service du peuple, justement. Ben justement, tout à fait. Et pour être au service du peuple, de façon concrète, le travail que l'administration fait, il doit l'accomplir pour justement exécuter le programme politique du candidat qui a eu la caution du peuple. Voilà, de manière concrète, ça se manifeste comme ça. Maintenant, ici, ce qu'on a certainement voulu dire, et c'est ce que nous avions tous voulu dire à l'époque, hein, quand j'étais impliqué dans ce travail, c'était justement que l'administration ne doit pas être le lieu où des partis politiques se livrent à des rivalités à l'intérieur de l'administration, en créant, en animant des cellules, des groupes politiques à l'intérieur de l'administration, de sorte que finalement, l'administration leur rende service à eux en tant que parti, hein, de sorte que l'administration devienne un grand foutoir. Hein. Imaginez-vous, au-delà même des partis politiques, si vous pouvez trouver l'association des chrétiens dans l'administration des finances, l'association des musulmans, tous à l'intérieur de l'administration, chacun tenant ses réunions, chacun menant ses activités, mais finalement, l'administration ne serait ni plus ni moins qu'un véritable foutoir qui ne rend pas service finalement aux citoyens, à la nation, mais à des groupes particuliers. C'est pour ça que on comprend très bien l'esprit dans lequel ce projet de loi a été conçu et soumis à la discussion, mais je pense que si on pouvait trouver un terme meilleur à celui de dépolitisation, moi je serais pour qu'on retienne plutôt la notion de neutralité de l'administration. D'autant plus d'ailleurs que dans le projet de loi, la définition de la dépolitisation renvoie tout de suite à l'exigence de neutralité de l'administration. Ça me paraît beaucoup plus réaliste et beaucoup plus simple, parce que dépolitisation, je pense que même à l'international, ceux qui vont lire ce projet de loi, cette loi, si elle est votée, vont se dire, mais finalement, l'administration, la dépolitise, est-ce qu'elle n'est pas au service des politiques? Donc, parler de dépolitisation, a priori, peut être un non-sens. Vous voyez? Et qu'en est-il de la méritocratie, justement? Alors, la méritocratie renvoie à un système d'appréciation, un système de nomination, de valorisation des compétences dans l'administration. Ce qui veut dire tout de suite que on ne doit pas organiser la promotion des agents et cadres de l'administration publique sur la base de critères autres que la compétence, le mérite réel, c'est-à-dire l'expérience, la solidité, le dynamisme propre à l'agent. Alors, question importante, comment on apprécie ce mérite? Voilà la question de fond que même ce projet de loi ne règle pas. Comment on apprécie le mérite? Alors, parce que si on n'arrive pas à trouver... Est-ce qu'il faut mettre en place des critères de notation, des collèges de non, sages? seulement les critères, parce que les critères existent, vous savez. Dans la fonction publique, les critères de notation existent, mais tout le monde a une bonne note. Il y a un problème. Donc, il faut certainement revoir le cadre d'appréciation du mérite des agents. Ça, c'est une question. Le projet de loi énonce la nécessité de prendre en compte le mérite et veut lutter contre les facteurs... les nominations de complaisance. Oui, voilà, tout à fait. Veut lutter contre toutes les formes de favoritisme, hein, qui sont une manière de remettre en cause même le mérite. Mais je dis aussi qu'il y a des aspects que le projet de loi n'a pas bien cadré. Parce que le projet de loi a ciblé sur l'aspect politique, moi je dirais l'aspect politicien, le jeu partisan des partis, l'aspect, disons, facteur religieux,
ethnique ou régionaliste. Mais il y a d'autres problèmes aussi. De façon plus large, les formes de népotisme et de favoritisme doivent être prohibées. Et dans ce projet-là, il faut que ces deux mots-là, on les retrouve dedans. Favoritisme, clientélisme, népotisme. Il y a même trois mots qui sont importants. Si on ne les met pas, vous voyez, je peux faire des favoritismes qui ne rentrent pas dans les catégories décrites par le projet de loi. Je prends un exemple. On organise des nominations, de la promotion de mes promotionnaires. Ce n'est pas par hasard si je prends cet exemple. Ça vous dit quelque chose, promotion 92 de l'armée? Eh bien, voilà une forme de favoritisme qui n'est pas normale, ni dans l'administration, ni dans l'armée. Vous ne trouvez pas dans la rédaction du projet de loi, vous ne trouvez pas ça. Donc, il faut aller plus loin et globaliser toutes les formes de favoritisme et de népotisme. Voilà. Il y a des gens qui vont plus loin. Lorsque j'ai vu quelques appréciations, notamment sur les réseaux sociaux, qui poussent un peu plus loin la réflexion, qui appellent à la démilitarisation de l'administration et d'autres même la désyndicalisation. Ah ben oui, justement, quand je parlais de globaliser les favoritismes là, et encore ça, vous parlez par exemple des syndicats, ça renvoie encore une fois à la question de la dépolitisation et de sa complexité. Vous allez dire les partis politiques, on fait un haro sur eux. Eux, voilà, eux vraiment, on ne doit pas les voir nulle part. Donc, ce qui est vrai, c'est normal. Nous sommes en République, en démocratie, les partis ne doivent pas rentrer dans l'administration, foutre la merde. Bon, vous allez dire les ethnies, ouais, là aussi, il n'y a pas de problème. Le régionalisme, même le régionalisme, commençons par là. Vous savez, quand on compose le gouvernement, toutes les problématiques liées à la prise en compte des régions, donc le régionalisme même commence par là. Si vous n'avez pas nommé quelqu'un de telle ou de telle région, vous allez voir la réaction des populations de ces régions. Alors, ça veut dire que il y a même des aspects de ce régionalisme-là qui est considéré par l'opinion comme légitime. Bon, mais je sais une parenthèse, soit dit en passant. Mais si vous prenez le cas, par exemple, du syndicalisme, il y a des syndicats manifestement influencés par des courants politiques et idéologiques qui, eux, ne sont pas visés dans ce texte. Donc, les partis politiques sont neutralisés, les confessions religieuses, etc. Mais à côté, vous avez d'autres formes d'organisation ou d'association, des OSC, des syndicats ou d'autres formes qui, elles, peuvent continuer à influencer aussi le cours des choses dans l'administration au service d'officines non déclarées politiques. Mais dont on sait qu'ils existent, ces officines existent et s'efforcent d'influencer, par exemple, l'action syndicale, par exemple, pour bloquer le travail du gouvernement en place, hein, pour des motifs qui ne sont pas forcément ceux de l'amélioration des conditions matérielles et morales. Hein. Alors, à ce moment-là, vous dites quoi? C'est aussi une forme de politisation, mais qui n'a pas dit son nom. Et que le projet de loi n'a pas visé. Donc, il faut vraiment beaucoup de subtilité. Et j'encourage les députés de la transition qui vont examiner ce projet de loi. Il faut qu'on mette toutes les subtilités nécessaires pour que ça ne soit pas soit un leurre ou un jeu de dupes dans lequel certains on a réglé leur compte, mais d'autres continuent de trouver des couloirs, des créneaux pour organiser leur promotion politique non déclarée. Voilà. En tant qu'acteur politique, est-ce que vous êtes senti directement visé lorsque vous avez vu ce texte-là? Oui, mais à partir du moment où on dit qu'il faut enlever la teinte politicienne dans le fonctionnement de l'administration, bien sûr, quand on est parti politique, on est visé parce que on se dit, il faut que je fasse attention pour ne pas poser un acte qui pourrait s'apparenter à cela. Parce que c'est puni en plus. Dans le projet de loi, on a décliné des sanctions. Oui, voilà. Bon, et donc, c'est même l'objectif. Et je pense que les politiques, les acteurs politiques normaux, hein, ceux qui sont vraiment des démocrates, doivent soutenir ces principes-là. On peut peut-être critiquer les formulations, voir comment améliorer le texte, mais je pense que nous devons nous inscrire dans cette dynamique parce que
l'administration doit rendre service à tout le monde, à la nation. Il n'y a pas de raison qu'on admette des favoritismes pour notre parti, ou pour notre famille, ou pour notre club d'amis, etc. Voilà. Donc, sous cet angle-là, en tant que politique, je suis aussi interpellé dans le sens de dire que c'est une décision normale et que nous devons tous travailler dans ce sens. Alors, la méritocratie, c'est un terme important, mais pour ce qui concerne la nomination, parce qu'on revient également sur ces aspects-là, la nomination de certains agents, lorsqu'on sait que le politique a ces prérogatives-là de nommer directement certaines personnalités en fonction de, comme vous l'avez dit, le programme politique établi. Oui. Alors, le projet de loi fait la part en deux types de postes dans l'administration. Les postes considérés comme techniques et les postes qui relèvent de la discrétion, du pouvoir discrétionnaire des politiques. Bon, c'est un compromis que le texte cherche à faire, parce qu'effectivement, si vous êtes nommé ministre et vous n'avez aucune marge de manœuvre pour vous trouver des collaborateurs fidèles à vous, quand je dis fidèles, qui partagent la même vision politique, la même volonté de faire aboutir un programme, évidemment, votre travail va être compliqué. C'est pourquoi, par exemple, vos conseillers, vous devriez pouvoir nommer qui vous voulez, s'il a les compétences de base, qui sont les profils, je vais dire, s'il est intéressé à le profil, vous devez pouvoir nommer quand même librement vos conseillers. Au-delà des conseillers, des chargés de mission, ceux qui composent le cabinet, et naturellement à commencer par le directeur de cabinet, mais au-delà de ceux-là, même dans les postes considérés comme techniques, qui commencent par le secrétaire général du département ministériel et qui vont jusqu'au poste de chef de service, ben, le ministre, il doit pouvoir également là aussi nommer les intéressés. Et là, par contre, il doit les nommer en fonction des critères de mérite et de compétence. Voilà. Alors, s'il quitte ce champ-là, on se rend compte qu'il nomme des gens qui ne sont pas outillés, mais parce que c'est des amis politiques, c'est des parents, ça, ce n'est pas normal. Et le mérite de l'existence de ce texte, c'est de dire, bon, mais si on arrive à faire la preuve, on peut même attaquer. Vous voyez, mais évidemment, ça reste complexe. Parce qu'il y a des administrations qui ont voulu, sur la question de la neutralité, je connais le cas d'un pays, parce que j'ai mené une étude sur le système institutionnel de ce pays, où l'administration, effectivement, pour préserver sa neutralité, les ministres n'ont pas le droit de nommer les responsables au poste technique. Les fonctions sont fusionnées avec les grades. C'est un peu comme dans l'armée où on dit celui qui doit être nommé, qui est le chef, c'est le plus gradé et le plus ancien dans son grade. Dans ces pays-là, c'est ce qu'on a fait. Mais l'administration ne marche pas parce que le plus gradé, le plus ancien dans ce grade-là, il n'est pas forcément celui qui a même de mieux conduire le service, la mission. D'ailleurs, il peut ne plus faire beaucoup d'efforts parce que, qu'on le veut ou non, bon, il a gravi jusqu'à se retrouver là-bas. Donc, à la limite, même s'il ne fait pas des efforts, pourvu de ne pas commettre des bavures pour qu'on lui colle une mauvaise note, qu'on le rétrograde, mais pour le reste, bon, mais tant pis. Quel que soit le ministre qui vient de toutes les façons, il me trouve là, il n'y peut rien. Alors, donc, dans ces pays-là, moi qui ai eu connaissance de ces situations, j'ai conseillé à ces pays-là de revoir ça. Parce que si le gouvernement n'a pas la possibilité d'organiser les fonctions et de régenter en fonction des objectifs nobles qui doivent être celui du gouvernement, un gouvernement doit poursuivre des objectifs nobles. Merci, ça peut créer des problèmes. Merci. Donc vous voyez la complexité, encore une fois, de ce projet de loi. Je ne voudrais pas qu'on le simplifie parce qu'il y en a qui ont la rhétorique facile, qui parlent de ça comme si ce n'est pas aussi simple que ça. Bon, mais c'est dans une volonté politique d'aligner l'administration aux critères
de compétences et aux critères républicains, ben, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Merci Clément Sawadogo d'être passé sur ce plateau.